Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Nous Entrepreneurs. Mon nom est Eliane Hippo. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Elliot Jabès qui a fondé Stockly. Bonjour Elliot, Salut Eliane. comment vas-tu? Ça va, super, super. Super. Alors, première question, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter Stockly, s'il te plaît? Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir sur ce format. Donc, je m'appelle Elliot Jabès. J'ai cofondé Stockly il y a 6 ans maintenant. On a fêté notre anniversaire il y a une semaine. Et Stockly, c'est une techno qui permet aux sites e-commerce de vendre des produits qu'ils n'ont pas en stock en faisant expédier les produits par d'autres sites e-commerce partenaires qui ont les exacts mêmes produits en stock et qui vont pouvoir expédier les produits directement aux consommateurs en marque blanche. D'accord. Alors, comment est née l'idée de Stockly? Bah, Stockly, c'est le fruit de pas mal d'itérations. En fait, avant de lancer Stockly, pendant quasiment un an et demi, on a exploré pas mal de trucs avec Oscar, mon cofondateur avec qui on a lancé la boîte au tout début. On est parti à la base d'une première idée qui était un comparateur de prix pour les chaussures. D'accord. Donc, une idée qui n'a pas grand-chose à voir, si ce n'est que c'est dans le commerce également. Euh, on avait identifié qu'il y avait un besoin des consommateurs sur un produit comme ça. On a codé un site avec nos petites mains et on a pas mal itéré. Assez rapidement, on s'est rendu compte que ce n'était pas un business dans lequel on croyait énormément parce que, pour plein de raisons, mais on a pensé que le modèle du comparateur de prix était assez difficile à monétiser et pas forcément le truc sur lequel on voulait parier pour l'avenir. Et donc, on a pivoté peut-être une dizaine de fois sur l'année qui a suivi, on a itéré énormément. Et à chaque itération, on se rapprochait toujours du même problème qui était l'accès au stock. On se rendait compte que dans le e-commerce, tout était devenu une commodité, que ce soit le paiement, la création d'un site e-commerce avec Shopify, c'est devenu extrêmement facile, la livraison, le stockage, même l'acquisition de consommateurs. Et que la seule chose, à notre sens, qui était vraiment très difficile et pas du tout résolue, c'était l'accès au stock. Et on s'est dit, OK, on va faire du stock une commodité, on va permettre à n'importe quel site e-commerce de vendre des produits qu'ils n'ont pas en stock en créant vraiment une bourse d'échange pour le e-commerce. Donc c'est comme ça qu'est né Stockly. Et c'est une super idée en tous les cas parce qu'effectivement, ça permet de pouvoir avoir un accès au stock à toute personne qui se lance dans le e-commerce. Alors, au départ, il y a forcément une part d'inquiétude. Est-ce qu'il y a un premier contrat que vous avez décroché qui vous a permis d'aller plus rapidement et de trouver le business model? Ouais, tout à fait. On a lancé, on a lancé le 1er avril 2018. Et assez vite, on avait déjà du projet d'avant, on avait encore quelques contacts à gauche à droite quand on faisait le comparateur de prix pour les chaussures. On a un peu réactivé ces contacts-là et on a chauffé deux, trois sites pour tester, mais ça générait peut-être une commande par semaine. C'était vraiment à toute petite échelle, c'était un produit complètement à la main, etc. Assez rapidement, on a réussi à intéresser les Galeries Lafayette, notamment via leur accélérateur à l'époque qui s'appelait Lafayette Plug and Play. Ils nous avait identifié euh, et donc, on avait pu commencer à entrer en contact avec eux. Quand on a vu qu'il y avait des très bonnes chances qu'on signe avec les galeries qui avaient déjà lancé sa marketplace, on a là fait un petit tour d'amorçage avec des business angels. On a levé un petit peu d'argent pour pouvoir derrière recruter et puis vraiment délivrer le produit. Et donc, c'est vraiment ce premier, déjà l'horizon de signature de ce premier contrat qui nous a permis d'amorcer un peu la pompe. Et ensuite, ça a été nos premières ventes, ça a été avec Galeries Lafayette. On a fait nos premiers, peut-être 50 000 euros de chiffre d'affaires comme ça, quoi. Alors après, je crois que les choses ont été très vite. Est-ce que tu peux nous parler de cette montée en puissance assez rapide? Ouais, à partir de ce moment-là, on a à peu près quadruplé, entre triplé et quadruplé chaque année la taille du business. Donc ça, c'était en 2018. On a vraiment bien, bien progressé depuis. On a construit une équipe hyper solide. Dès le début, on a été extrêmement, je pense, exigeant et précis sur le recrutement. On a pu faire des erreurs parfois, mais globalement, on a construit aujourd'hui une équipe qui est extrêmement solide et qui est très engagée. Et donc, ça nous a permis de passer différentes étapes en termes de taille et on a pu lever un peu plus de cash sur le long de la route pour continuer à accélérer notre croissance. Alors, quand tu parles d'équipe, effectivement, une entreprise, c'est avant tout une équipe. Est-ce que vous avez un secret pour les attirer, une vision claire ou quelque chose qui fait qu'ils sont très attachés à Stockly, fidèles et performants, engagés en fait?
Ouais, je pense c'est un mélange de plein de trucs. Déjà, ce qui est important, à mon sens, dans ma très humble expérience, c'est de super bien définir qu'est-ce qu'on cherche chez les gens. Nous, on l'a un peu conceptualisé assez tôt d'ailleurs, dans l'histoire de la boîte. Dès les premières années, on n'a quasiment jamais dévié de ce truc-là. On a appelé ça le STAN Score. STAN, c'est Smart, Tenacious, Ambitious et Nice. Ça veut dire qu'on cherche des gens intelligents avec une bonne rapidité intellectuelle, des gens tenaces qui lâchent pas le morceau, qui vont vraiment au bout des sujets, des gens ambitieux qui réalisent qu'on est encore au début du projet, du moins on espère qu'on va encore beaucoup grossir et donc qui ont envie de faire partie de ça. Et nice, des gens qui fit bien avec l'équipe, qui ont des bonnes valeurs, d'humilité, de bienveillance, qui ont envie de travailler en équipe, etc. Donc ça déjà c'est le premier truc, c'est super bien savoir qu'est-ce qu'on a envie quel genre de profil on a envie de s'entourer et quelles sont les choses qu'on cherche chez eux. Ensuite, je pense que c'est hyper important d'avoir un process de recrutement qui est à la fois très filtrant et à la fois très engageant. C'est vraiment les deux piliers de comment bien construire un process de recrutement selon nous. Et bah, on l'a beaucoup travaillé, beaucoup affiné, et ça marche assez bien. Notamment, il y a une étape qui est très engageante pour le candidat, c'est qu'on le fait venir une après-midi entière au bureau. C'est l'étape finale. Et il vient rencontrer toute l'équipe. Il fait des petits one-one avec 4 5 personnes différentes. Et donc, du coup, à la fin de ce process, il a rencontré quasiment 10 personnes de l'équipe entre sa première interview et le moment où on lui fait une offre. Il est vraiment venu, il a vu où est-ce qu'il allait travailler, donc c'est très engageant. Et après, je pense que le dernier point, c'est faire en sorte que, et ça, on a toujours pas mal investi là-dedans, que les gens se sentent à l'aise. On a des bureaux bien placés en plein milieu de Paris, confortables, sans que ce soit très bling-bling, mais on fait très attention à ce que les gens aient du confort, qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils se sentent chez eux, quoi. En fait, vous avez recréé un climat de confiance en faisant particulièrement attention au savoir-faire, au savoir-être, pardon, et puis le savoir-faire, c'est quelque chose qui est défini en fonction de la mission qui sera celle de la personne que vous recrutez, c'est ça? Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est exactement ça. Il y a des critères très généraux. Donc, le stan, c'est vraiment un truc universel. Parfois, il y a des parties du stan qui sont plus ou moins pondérées. Parfois, on cherche des gens plus tenaces que nice sur certains postes, etc. Mais globalement, ça, c'est des trucs universels. Et après, évidemment, pour chaque poste, on va tester des trucs en particulier. Et dans notre process d'ouverture de job, le hiring manager, il va toujours écrire les trucs en particulier qu'il veut tester, qui vont être testés aux différentes étapes du process, etc. Donc, tout à fait, il y a évidemment des trucs spécifiques. On fait aussi des tests techniques pour chaque job, que ce soit opérationnel, de développeur ou data analyst, quel que soit le type de job, on met tout le temps des tests techniques, même quand c'est pas des jobs orientés développement techno, quoi. Et donc, ça aussi, ça permet de tester les spécificités d'un job en particulier. Alors, quand on devient entrepreneur et tu es devenu entrepreneur très jeune, on a souvent une idée de ce que sera finalement son futur. Et puis, bah, quand on est sur la réalité du terrain, on découvre qu'il y a des apprentissages qu'on avait peut-être un peu sous-estimés. Quel a été ton plus gros apprentissage en tant qu'entrepreneur? Bon, il y en a plein et je veux pas faire le gourou non plus, mais je pense que un truc qui peut être un peu difficile, c'est parfois d'écouter en tout cas pour moi personnellement, peut-être c'est le cas des gens peut-être à penchant plus rationnel qu'instinctif. Moi, je pense que c'est une des valeurs importantes qu'on a à Stockly, qu'on essaye de prôner, c'est d'être très rationnel, de prendre des décisions assez mesurées, etc. Mais malgré ça, je pense qu'un des enseignements importants, c'est d'écouter son instinct. C'est un truc qui est quand même assez fort et assez puissant, que ce soit sur le recrutement. euh, Parce que c'est quand même un des trucs principaux du job. Donc voilà, écouter son flair quand on ne sent pas quelqu'un ou à l'inverse, on a une forte intuition sur quelqu'un. Euh, et c'est pareil sur des décisions business, sur des décisions à prendre au quotidien. Il faut être évidemment rationnel, mais je pense qu'il y a une grosse part d'instinct où il faut savoir s'écouter. Et parfois, quand il y a une petite voix au fond de nous qui nous dit faut faire ça ou faut pas faire ça, faut surtout pas l'ignorer, même si ça peut paraître super contre-intuitif quand on le pitch à l'extérieur, quoi. Alors, les ambitions de Stockly, c'est quoi pour 2024-2025? Comment est-ce que vous menez l'avenir de Stockly? On continue à grossir, on est sur une super bonne traîne. La trajectoire de Stockly, pour l'instant, est vraiment super bonne. Donc, on veut vraiment continuer à se développer, à grossir sur le même produit qu'on a aujourd'hui. Peut-être plus tard, on pourra lancer d'autres produits, mais pour l'instant, on veut vraiment se concentrer sur euh, la bourse du stock qu'on est en train de continuer à développer, en se connectant à toujours plus de retailers. On en a quelques centaines
aujourd'hui en Europe et ça continue, on continue d'en intégrer euh, très très régulièrement. Et ensuite avancer peu à peu vers voilà, la croissance à la fois du volume et des revenus nets pour la société. Et toi, comment vois-tu ton rôle évoluer au sein de Stockly? Bah, ça, c'est quelque chose qui évolue très régulièrement. Je pense que tous les 6 mois, mon job il change un petit peu avec la boîte qui avance parce que j'ai eu la chance d'être dans une boîte où la trajectoire continue d'avancer toujours à peu près dans le même sens. On n'a fait que grossir depuis le début et on n'a jamais eu de moments très difficiles où on a dû euh, réduire la voilure ou des choses comme ça. Donc, pour l'instant, la trajectoire est telle que mon job a un peu changé tous les 6 mois de par l'ampleur croissante du projet. Euh, Comment je vois mon rôle évoluer? Je pense que c'est surtout apprendre à scaler, continuer à savoir bien staffer les fonctions importantes dans la boîte. Et puis, savoir, non seulement moi, mais en même temps, coacher les différents managers dans la team, à savoir, et puis pas que les managers, d'ailleurs, tout le monde dans la team, à savoir ce qu'on appelle prêter ses Lego. Une de mes investisseurs m'avait partagé un article très intéressant à ce sujet, qui est de dire bah, quand une boîte grandit, il faut savoir partager ses projets, savoir lâcher un peu prise sur son scope, parce que plus on grossit, euh, plus le projet est ambitieux ou plus le projet est important et grand. Et donc, il faut savoir déléguer, lâcher un petit peu d'emprise, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Donc, c'est peut-être inculquer ça de plus en plus à la team pour qu'on puisse continuer à grandir, quoi. Alors, autour du e-commerce et des marketplaces, il y a énormément d'idées préconçues. Est-ce que il y en a une dans ton cœur de métier que tu aimerais mettre à mal à cette antenne? Euh, oui, il y a peut-être une idée qui est dans le e-commerce qui est assez répandue, peut-être chez les non accoutumé du e-commerce, c'est que vendre en ligne, c'est super facile. C'est un truc que je pensais aussi hein, avant de lancer Stockly. Euh, alors, je pense aussi encore, hein, c'est facile, ça se fait, etc. Mais il y a énormément de complexité technique sur la vente en ligne qui est assez insoupçonnée. Euh, et peut-être pour illustrer ça, on peut imaginer ce qui peut se passer sur une commande quand vous achetez un produit. Si tu vas sur siteapp.com acheter un produit qui va être expédié soit directement par siteapp.com, soit si c'est une commande marketplace ça peut être géré par Stockly ou par un vendeur sur la marketplace, quel qu'il soit. Il peut se passer énormément de choses différentes. Tu peux commander le produit, il va être livré par un certain point logistique. Peut-être que tu vas vouloir annuler ta commande alors qu'elle est en cours de transit. Peut-être que le colis que tu vas recevoir, en fait, tu vas jamais le recevoir ou tu vas recevoir un colis vide. Peut-être que tu vas vouloir annuler ta commande, euh, mais en fait, le temps que tu as envoyé le message, le fournisseur l'a reçu, mais dans un délai qui dépasse ton droit de rétractation, ça va peut-être créer un litige. Enfin, tu peux imaginer tout un tas de cas qui font que c'est très très complexe à mapper, très complexe à automatiser, parce que tu as envie de prendre plein de décisions automatiques si tu veux faire, si tu veux faire 2 commandes par semaine en tant que business e-commerce, mais évidemment, tous les business e-commerce ont envie de passer à l'échelle. Et donc, tous ces micro-cas sont extrêmement complexes à gérer. Et il y a un deuxième truc qui est très compliqué, c'est aussi même la synchronisation du stock quand tu veux pousser du stock, si tu veux vendre sur une marketplace. Et à l'époque, on parlait beaucoup de dropshipping, il y avait beaucoup de gens qui achetaient des produits, qui les vendaient sur des marketplaces, etc. En fait, c'est très complexe de gérer le pricing, de gérer la synchronisation du stock rapidement. Tout le monde a des API différentes. Il y a des contraintes techniques que on ne pourrait même pas soupçonner en fait avant d'avoir mis les mains dedans, genre le nombre d'appels API par seconde qui est limité à temps. Et donc, en fait, c'est très subtil. Donc, nous, ça nous fait marrer parce qu'on aime bien les sujets un peu compliqués. Et on pense aussi que ça crée une bonne barrière à l'entrée, ce qu'on est en train de lever site par site avec lesquels on se branche. Mais voilà, je pense que c'est une croyance, en tout cas, moi, que j'avais au début, que c'est facile de vendre en ligne. En fait, pas tant que ça. Non, c'est pas juste j'appuie sur le bouton et puis je dis que voilà, j'ai ça à vendre et de l'autre côté, j'ai un acheteur qui est ravi, qui va recevoir sa commande. Non, effectivement, il y a plein de choses trappes qu'il faut imaginer, adresser avant même qu'elle n'arrive et pouvoir régler. Alors, on va parler du parcours client, si tu veux bien. Je suis intéressée par la plateforme. Comment est-ce que ça va se passer? Je vais être pris en charge, je suis nouveau et totalement novice. Ouais, alors donc, la question c'est c'est quoi le parcours d'un client sur une commande Stockly, Oui, si j'ai c'est compris. ça, c'est exactement ça. Alors, ce qui se passe, c'est que toi, en tant que client, tu vas aller je vais garder l'exemple de Galerie Lafayette,
premier partenaire dont on a parlé tout à l'heure, qu'on aime beaucoup. Tu vas aller sur galerielafayette.com, tu vas acheter je sais pas, un t-shirt Ralph Lauren en taille S. Euh, on va prendre l'exemple d'une rupture de stock. Imaginons qu'ils n'avaient pas ta taille. Grâce à Stockly, ils vont quand même te l'afficher comme disponible. Et nous, on va la faire. Tu vas commander le produit sur galerielafayette.com comme si le produit était en stock. Tu vas payer le même prix. Tu auras écrit au moment de la commande le nombre de jours de livraison et ça sera indiqué que ce sera shippé dans un paquet séparé. Si tu as pris d'autres produits, par exemple, qui viennent du stock direct des Galeries Lafayette, ils vont bien te dire au moment du checkout que ça va être livré séparément. La commande ensuite, elle tombe chez Stockly, ça tu t'en rends pas compte toi en tant que cliente. Toi, ça y est, t'as acheté sur Galerie, tu reçois le mail de confirmation, merci, vous recevrez votre colis dans X jours, etc. Nous, la commande arrive chez nous, on va la dispatcher on va la transmettre au fournisseur le plus pertinent pour honorer ta commande. On va recalculer en direct qui est le meilleur fournisseur, parce que peut-être qu'il y a plusieurs qui vendent ce produit-là. Et on va lui dire, voilà, tu dois expédier cette commande à Eliane dans les X prochains jours. Et voilà. Et du coup, on s'assure derrière que la commande arrive bien chez toi. Le fournisseur, il va nous envoyer en échange, en guise de confirmation, un lien de tracking pour confirmer de la bonne expédition du produit et qu'on puisse nous suivre le colis en temps réel. Donc, on a ensuite des algos qui vont checker où en est ta livraison, s'il y a des retards ou si on se rend compte que le colis reste trop longtemps dans un état de la commande, on va t'envoyer proactivement une communication pour dire ah, il y a peut-être un retard, etc. Et puis ça nous permet aussi de gérer le support client s'il y a une question du consommateur. Et ensuite, une fois que la commande est arrivée chez toi, normalement tout va bien. Si tu veux faire un retour, pareil, on va gérer le support derrière, etc. Donc tout se passe pour toi comme si tu avais commandé sur le site app.com et nous on fait en sorte de gérer toute la complexité entre les deux acteurs. Alors, là, effectivement, c'est totalement transparent pour le consommateur final. Donc, c'est juste le parcours client idéal. Maintenant, on va imaginer que je dispose d'un site e-commerce et effectivement, j'ai des stocks. Et donc, je voudrais me faire référencer chez Stockly. J'imagine que je dois montrer patte blanche. Comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là? Donc si tu veux te faire référencer auprès de Stockly en tant que fournisseur, euh, le- ouais, en général, c'est plutôt nous, Vous allez ouais, les du coup, chercher. pour éviter toute confusion, ouais, c'est plutôt nous qui allons les chercher. On a plutôt une stratégie, ce qu'on appelle d'outbound, c'est-à-dire c'est plutôt de chasse plutôt que d'inbound, donc plutôt que d'attendre que les gens viennent vers nous. On a un petit peu d'inbound, mais ça reste un business de réseau, c'est-à-dire qu'on cherche des fournisseurs qui correspondent bien aux marketplaces sur lesquels on est branché, et réciproquement, on va se brancher avec des marketplaces qui vendent les mêmes produits que nos fournisseurs ont déjà, et on grossit de façon assez organique comme ça. Donc si demain on a un fournisseur qui vend des produits qu'on n'a jamais vendus et que nos marketplaces ne vendent pas du tout, on peut essayer de les intégrer, mais ils vont être assez bas dans la liste de priorité, parce que le potentiel business à court terme est assez réduit. Après, peut-être que dans 1 an, 2 ans, ils finiront par faire du volume, et du coup, comment ça se passe pour aller brancher des fournisseurs? Bah, en général, déjà, on va identifier les produits, enfin, on va les identifier en fonction des marques, des produits qu'ils distribuent. Euh, et ils doivent simplement nous envoyer un flux avec leur prix et la liste des références qui sont prêts à vendre, le prix, les règles d'expédition. Donc, on a un format de flux qu'ils doivent nous envoyer et respecter. Et ensuite, on les intègre soit par API, soit ils nous envoient un flux qui nous dépose sur un serveur dédié. Ou on a plein de méthodes différentes pour récupérer leur stock. Et ensuite, quand on doit passer une commande, bah, pareil, on a plein de méthodes de synchronisation. Ça peut se faire par API, ça peut se faire par une méthode semi-manuelle, ça peut se faire par un dépôt de fichiers. Mais c'est très simple du côté d'un fournisseur pour se brancher avec nous. On va juste lui demander, évidemment, enfin, on va quand même faire un petit KYB, c'est on va vérifier que c'est un business authentique, il a le droit de vendre les marques qui distribue, on va lui faire signer un contrat. Mais l'onboarding d'un nouveau fournisseur est très facile et rapide. C'est pas la partie la plus compliquée de ton métier. Alors, tu as parlé tout à l'heure de l'Europe, donc on peut vous trouver partout en Europe. Comment est-ce que, en termes de dimension géographique, comment est-ce Ouais, que Galeries Lafayette, qui était le premier, était en France. Ça, c'était il y a 5 6 ans maintenant. 5 ans, ouais. Et aujourd'hui, on est dans quasiment tous les pays d'Europe, à la fois côté fournisseur que côté demande, côté marketplace. Donc, il y a à peu près la moitié de nos commandes qui sont expédiées vers la France. Et sinon, le reste, c'est Italie, Belgique, Espagne, Portugal, Allemagne, vraiment tous les pays d'Europe, enfin, de l'Union européenne.
l'Union européenne est une zone dans laquelle on peut expédier des produits sans qu'il y ait euh, frais douaniers ou de frais d'import, quoi. Donc ça se fait assez bien. Il y a un peu de complexité au niveau des règles fiscales, de TVA, mais ça, c'est un asset aussi qu'on a, c'est qu'on sait très bien le gérer techniquement. Euh, donc ouais, on considère l'Europe comme un grand pays aujourd'hui et on essaie de se développer un peu partout en fonction du besoin. D'accord. Alors, on va se lancer dans un exercice qui demande un petit peu d'imagination. Je dispose d'une machine à remonter le temps, ça tout le monde le sait. Je dispose d'une machine à remonter le temps. Et on va remonter le temps et on va en ressortir et on va te rencontrer adolescent. Et donc, est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais prodiguer au jeune Elliot qui a toutes les possibilités devant lui parce que c'est l'avantage de l'adolescence, toutes les portes sont ouvertes. Je pense pas, franchement, je vais faire une réponse peut-être un peu à côté, désolé pour ça, mais moi je pense que quand on est jeune, que ce soit l'adolescence, les études, etc., enfin on est jeune, je pense on est toujours jeune tant qu'on est de seconde, mais je suis plutôt d'avis que c'est des moments d'exploration, quoi. Je suis pas sûr que j'aurais eu envie, adolescent, d'avoir un conseil du vieux con de 10 ans de plus que je fais maintenant, donc enfin, métaphore, mais tu vois le truc, quoi. Genre, je pense que c'est bien d'explorer, d'être naïf et donc, je pense pas que je me donnerais des conseils. Euh, je pense qu'à tout âge, on a une forme d'intelligence un peu différente, on explore et c'est plutôt une bonne chose comme ça. Et je trouve que c'est une très bonne réponse parce qu'effectivement, l'adolescence, c'est le moment où tout est possible et le moment d'exploration. Et peut-être que tu viens quand même de donner un conseil au jeune Elliot, c'est continue à être curieux et à ouvrir tes horizons. Et je trouve que c'est un très beau, une très belle phrase. Alors justement, une dernière question, Elliot. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Non, franchement, Eliane, tu as été absolument parfaite. Donc, je Flatteur. peux pas rajouter aucune question à ta grille qui est très, très bien préparée. Merci beaucoup. Eh bien, il me reste à ce moment-là à te souhaiter une excellente journée. Chers amis auditeurs, nous nous retrouvons bientôt pour de nouvelles interviews et nous mettrons tous les liens de façon à ce que vous puissiez retrouver Elliot et Stockley afin de rentrer en contact avec lui. Bonne journée. Au revoir, Elliot. Merci beaucoup.